région parisienne, un sanglant règlement de compte vient d'avoir lieu à la cité des Baudottes. Le bilan du drame est lourd, un mort et 2 blessés graves. La police judiciaire de Seine-Saint-Denis arrive sur place pour mener les premières investigations. On voit du sang, tu vois. D'après les témoins, 2 hommes à scooter cagoulés, équipés de gilets pare-balles, ont ouvert le feu sur 2 dealers d'une bande rivale qui roulaient à bord de cette voiture. 14 impacts. Calibre de type 9 mm. Les agresseurs ont tiré avec des armes de guerre. Un pistolet mitrailleur capable de tirer 850 coups minute et un fusil à pompe à canoncier. C'est du calibre 12. Non. C'est pour les sangliers du sang dessus déjà. Les enquêteurs doivent les décharger. Un exercice périlleux. Alors n'oublie pas qu'il y a une cartouche en vrai. Voilà. Je vais faire comme ça. Fais gaffe parce que parfois ils sont faits pour tirer directement au chargement. Écoute, et en secouant vers le bas. Écoute, je n'arrive pas à baisser le jet de chargement. Il suffit que l'arme se soit fait rouler dessus ou je sais pas quoi, ou qu'il y ait un dysfonctionnement et... ça pour pas percuter. J'ai arrêté de jouer avec ce truc. Et en plus, je veux qui pas... nous fait tous flipper là. Je veux pas... Et le levier de déblocage, il est où là-dessus? Et arrête de jouer avec cette pompe, je te dis. Écoute. Ah. Putain la vache. Voilà. T'as peur, hein? Malgré leur puissance de feu, les tireurs ratent leur cible. Légèrement blessés, les occupants de la voiture se retournent contre eux et les prennent en chasse. Ils percutent leur scooter de plein fouet. Les 2 motards tentent de prendre la fuite à pied, mais ils sont rapidement rattrapés par des jeunes de la cité et lynchés. Je sais pas si c'est le conducteur ou le passager qui était là. Enfin, un des deux a atterri ici. L'un des 2 hommes est achevé à l'aide de cet énorme bloc de béton. C'est de la barbarie, c'est... voilà. Je regarde juste le poids qu'il fait. Franchement, c'est colossal. L'homme décédera quelques jours plus tard. C'est de plus en plus violent. C'est-à-dire que les enjeux de l'économie souterraine du stupéfiant sont tellement grands que voilà, on s'achemine petit à petit vers ce qui se passe aux États-Unis, je pense. Ces images, nous les avions tournées en 2010. Depuis, ce genre de règlement de compte n'a cessé de se multiplier. Les armes sont devenues indissociables du trafic de stupéfiants. Police! Reculez! À terre! À terre! À terre! Il n'est plus rare d'en trouver à côté des pains de cannabis. Mais il n'y a pas que dans les cités que la police met la main sur ce type d'arsenal. Braquage, règlement de compte, plusieurs millions d'armes circuleraient partout en France, en toute illégalité. On commence ce journal par ce braquage. Des armes de guerre redoutables, des fusils d'assaut, bilan, un braqueur tué. Depuis quelques années, les filières qui alimentent les voyous en armes ont élargi leur clientèle. Elles approvisionnent aussi les terroristes comme les frères Kouachi et leurs complices Amédi Koulibaly. À eux 3, ils avaient réuni un arsenal de guerre. Des pistolets automatiques, plusieurs types de fusils d'assaut Kalachnikov, un lance-roquettes, des bâtons d'explosifs et des grenades fumigènes. Ces armes, nous nous les sommes procurées au bout d'une enquête qui a duré plus d'1 an. Nous avons remonté les filières des trafiquants d'armes, infiltré les réseaux depuis la Belgique jusque dans les Balkans. 400 € la calèche, avec 2 chargeurs et 100 balles. Comment gangsters et terroristes se procurent-ils toutes ces armes? Par quels moyens entrent-elles sur notre territoire? Qui organise ce business? Des banlieues françaises aux Balkans, plongées au cœur de ces trafics d'armes qui gangrènent notre pays. Ce n'est pas une légende ni un cliché. Il y a des armes dans les cités. Auprès des jeunes, les flingues, les guns, les calibres, comme ils disent, ont même tendance à se banaliser. Notamment dans les clips de rap. Dans cette vidéo, le chanteur Booba en exhibe toute une panoplie. Et il n'est pas le seul. Le groupe XV Barbare est également assez explicite, question armes.
Mais il arrive que cette démonstration de force termine devant les tribunaux. À Meaux, en région parisienne, un groupe de jeunes rappeurs a été interpellé par la police pour avoir utilisé des armes à feu dans leurs clips. Dans la salle des pas perdus, les copains des chanteurs attendent le verdict. Personne ne comprend cette arrestation. Ils se sont fait attraper pour rien parce qu'on voit les grands rappeurs comme Booba et tout se faire avec des armes et tout, ils leur font rien. Ouais, mais ils avaient quand même des armes à feu. Mais tout le monde a des armes à feu. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, qu'il y ait des armes à feu comme ça dans les clips? Ben, ça circule dans les cités. Ouais. C'est un peu normal. Ça veut dire quoi, c'est un peu normal? Ben, c'est normal, il faut être équipé. Leur clip, le voici. Sur ces images, on voit des armes de poing, des fusils de chasse. Mais surtout, ils tirent avec. Les mises en cause ont écopé de 3 mois de prison aménageable. Ils risquaient jusqu'à 10 ans de détention. Mais pour le groupe de rap, exhiber ses armes fait partie du show, une image devenue presque banale. Laisse-nous faire notre bif. La présence des armes sert à faire du buzz, pour montrer dans le quartier à quoi on est capable. C'est important de faire du buzz? Ouais, c'est important. Pourquoi? Pour montrer que notre clip il est plus énervé que l'autre. Ils montent des belles voitures, ben, je ramène des plus belles voitures encore. C'est le même principe. Tu me ramènes une Kalachnikov, je te ramène un fusil à pompe. Tu me ramènes un fusil à pompe, je te ramène un bazooka. Tu viens me chercher, tu me trouves. Et ces armes, elles viennent d'où? Ces armes? Ouais. Ben, c'est des professionnels qui nous les ont fait manipuler. C'est des professionnels. Quels professionnels? Ben, j'ai pas à vous dire c'est qui, c'est des chasseurs et tout. Et quoi, ils vous les prêtent et Ouais, ben parce qu'il y a eu la diffusion du clip. Comme on est en contact, on leur a demandé et ils les ont ramenés. Et voilà quoi. D'accord. Ils nous ont prêté et on leur a rendu le jour même. Il y a eu une séance de tir d'une demi-heure et ensuite, une demi-heure, les armes ils ont disparu, on les a rendus aux propriétaires et tout. Des chasseurs. Ou bien les rappeurs ont-ils fait appel à des armuriers clandestins qui fournissent certaines cités? Des voyous qui se sont improvisés trafiquants d'armes pour faire du business. Ils louent ces armes, le temps de faire un mauvais coup. Après des mois d'enquête, nous avons rencontré l'un de ces hommes. Il habite une cité au nord de la France. Il nous a donné rendez-vous dans une cabane située en pleine forêt. Pourquoi c'est dans des sacs comme ça que tu fais loin? Pour protéger un peu la marchandise. En général, avant de la cacher, on la huile pour que ça puisse tenir plusieurs mois enterré. Alors là, on est sur quelque chose de très vieux, la fameuse mitraillette Thompson, qui a été rendue célèbre à la Prohibition. C'est une arme qui est totalement en état de marche, bien sûr. Elle est encore propre pour l'âge qu'elle a. Ça, c'est une mitraillette anglaise Sinsten. Ça, t'en trouves encore sur le marché. Ouais. Et ça fait de sacrés dégâts. J'ai fait des braquages avec, mais j'ai jamais tiré, donc je l'ai gardé. Un jour, j'ai fait des braquages, j'ai mis le gilet pare-balles sur les vitres autour de la voiture. Ils venaient nous chercher partout, on était en voiture avec le gyrophare aussi. J'étais couché derrière la bagnole avec ça. Au cas où ils arrivent, jamais j'avais 3 ou 4 chargeurs. Parce que là, t'envoies une rafale en bas dans les pneus, là. Tu tires, le mec, même en l'air, la première, le mec, il dit, bon, c'est bon, on ralentit. Ils sont pas fous. Hein. Est-ce que vous avez une idée de sa valeur Et ça dépend du besoin que l'on en a. Si quelqu'un a quelque chose à régler et qu'il a besoin d'une arme absolument et rapidement, il est capable d'y mettre un peu plus d'argent. Mais ceci dit, sur le marché, ça aussi 700 €. Ça, ce sont des armes. On les a de côté pour le jour où il y a quelque chose à faire d'exceptionnel et elles sont jetées derrière immédiatement. Alors là, on a un beau 765. Ça, c'est une arme, on va dire, d'appoint. Il y a des gros voyous qui ont des beaux armes, qui ont un petit 765 sur eux pour la discrétion à côté, juste pour se défendre. Tiens, voilà un autre 765. L'étalage de son stock d'armes se termine par un engin détonnant. Ça, c'est du plastique. On est sur un plastique qui est assez puissant. On peut se le procurer très facilement. Mais pas légalement, quoi. Ah non, pas légalement, non, mais très facilement quand même. Il est aussi facile d'acheter des armes que de la drogue, pratiquement.
Bon, là, t'as vu une partie. C'est dommage que tu aies pas des armes plus... Ouais, je peux avoir le 38 pour demain, si je veux. Au milieu de cet arsenal impressionnant, une arme attire particulièrement notre attention. Le Sten. Cette mitraillette est le même modèle que l'une des armes retrouvées dans l'appartement de Mohamed Merah, l'auteur des tueries de Toulouse. La frontière, nous le verrons, est parfois étroite entre grand banditisme et islamisme radical. Ce sont les mêmes réseaux qui approvisionnent braqueurs et terroristes. La plaque tournante de ce trafic en Europe est la Belgique, où nous poursuivons notre enquête. Mohamed Merah, mais aussi Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif de Bruxelles, ou encore Hamedi Koulibaly, l'assassin des 4 otages de Vincennes. Tous ont séjourné en Belgique juste avant de commettre leurs attentats. Moins connu, Hakim Benlagden. En 2013, après une course-poursuite, le djihadiste français est abattu en Belgique par les policiers alors qu'il tentait de leur échapper. À son domicile d'Anderlecht, les enquêteurs découvrent l'attirail qu'il avait prévu pour commettre un attentat dans les rues de Bruxelles. Du matériel paramilitaire ultra sophistiqué. Depuis le casque à visée nocturne jusqu'au bouclier anti-armes de guerre. Après avoir travaillé 20 ans dans les services secrets français, le Belge Claude Moniquet dirige un cabinet d'expertise sur les questions de sécurité et de terrorisme. Pour lui, rien d'étonnant à ce que les apprentis terroristes passent par la Belgique pour se fournir en armes et en logistique. La Belgique est sans doute un des pays européens où circule le plus d'armes illégales. C'est certainement dû depuis des années à la présence de mafias yougoslaves, à la présence du port d'Anvers. Donc on a vraiment un flot continu d'armes qui arrive en Belgique et qui est à peu près incontrôlable. La Belgique est au cœur de l'espace Schengen, donc il n'y a pas de frontière terrestre. Donc un camion, une camionnette, une voiture peut passer sans aucun contrôle, grosso modo du nord de l'Europe au sud du Portugal, et passer par la Belgique si elle le souhaite. Donc là, clairement, ça participe à faire de la Belgique, malheureusement, une espèce d'armurerie du milieu et aujourd'hui des milieux terroristes. C'est-à-dire qu'on peut trouver des armes assez facilement aujourd'hui. Si on a l'argent, cash bien entendu, on ne fait pas crédit dans ce milieu, vous trouvez facilement ce que vous cherchez, que ce soit une arme de poing, un lot d'armes de poing, et des armes de guerre qu'on trouve à la fois dans le terrorisme, mais aussi dans le grand banditisme. Selon les derniers éléments de l'enquête, le terroriste Koulibaly serait venu en Belgique quelques jours avant les attentats de Charlie Hebdo et de Vincennes. C'est dans ce pays qu'il se serait procuré 4 armes de poing et une Kalachnikov auprès du milieu local. Les enquêteurs évoquent l'hypothèse d'armes démilitarisées et remises en état dans des ateliers clandestins. Emmanuel est armurier. Pour nous, il a reconstitué l'impressionnant stock d'armes des terroristes. Et selon lui, il se serait approvisionné auprès de plusieurs filières, et pas seulement en Belgique. Ce qui me choque, c'est l'assemblage de générations d'armes. Parce qu'entre la création de cette arme-là et de celle-ci, il y a 40 ans qui les séparent. C'est donc étonnant qu'un seul fournisseur puisse fournir ces armes en même temps. Ils ont utilisé plusieurs fournisseurs différents, quoi. C'est quasiment pas possible de les trouver en même temps. Un arsenal hétéroclite. Mais d'après le spécialiste, la plupart de ces armes ont une même provenance. Pour moi, la Yougoslavie est visée dans l'approvisionnement de ce type d'armes-là, parce qu'on trouve là-bas très facilement. Je ne dis pas que chaque village possède son stock d'armes, mais sans grande difficulté, on arrive à en trouver. Les pays de l'ex-Yougoslavie restent le principal fournisseur d'armes en Europe. Mais est-il si simple sur place de s'en procurer ? Nous partons dans les Balkans pour tenter d'acheter une arme et de la rapporter en France. Première étape, la Serbie est sa capitale. Nous partons en direction du district de Kraljevo, au cœur de la Serbie, à 2 heures de route de Belgrade. Ici, les armes font partie du décor et de la culture. La plus grande usine d'armement Zastava est installée dans la région. Et c'est d'ici que partent les trafics d'armes en direction de la France.
C'est donc à Kraljevo, le chef-lieu du district, que nous avions rencontré en 2011 un ancien chef de l'une des plus importantes filières d'armes entre la Serbie et la France de ces 10 dernières années. Micic a inondé la région parisienne en armes et en munitions. Lui et sa bande sont arrêtés en France en 2003. Il est incarcéré 3 ans en préventive mais parvient à prendre la fuite avant son procès. Aujourd'hui recherché par la police française, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. En cavale, le hors-la-loi s'est réfugié dans son pays natal. Nous le rencontrons dans un appartement, immobilisé suite à un grave accident de moto. J'adore le Glock. C'est mon arme préférée. Pouvez-vous nous expliquer comment vous faisiez venir des armes en France depuis la Serbie ou l'ex-Yougoslavie? J'ai fait ça de nombreuses fois, mais il faut savoir que c'est un trafic très risqué. Il faut traverser les frontières, t'es jamais sûr de quand la marchandise va arriver. Il faut envoyer l'argent en avance et ça ne marche pas à chaque fois. Je revendais les armes entre 1500 et 2000 € pièce. C'était vous le chef du réseau? Oui. Je n'avais pas de contact direct avec les clients. J'avais 5 mecs qui travaillaient avec moi et qui distribuaient les armes. Ça fonctionnait comme ça. Et qui achète les armes en France? Les trafiquants de drogue principalement, pour les règlements de compte. Moi, de toute façon, je ne posais pas trop de questions. Ce qui comptait avant tout, c'était l'argent. Vous en vendiez combien par mois? En moyenne, une quinzaine par mois. Sans me forcer et sans travailler tous les jours. Combien vous rapportait ce trafic? Environ 15 000 € par mois. Ouais, 15 000. Selon nos informations, Micic n'a toujours pas été arrêté. Comment ce trafiquant arrivait-il à se procurer les centaines d'armes qu'il envoyait en France ? 1991, début de la guerre des Balkans. 10 ans de conflit à 2 heures de vol de Paris. Près de 300 000 morts et 1 million de personnes déplacées. Le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. En Bosnie-Herzégovine, la capitale, Sarajevo, est assiégée pendant 3 ans. Le plus long siège de l'histoire de la guerre moderne. Aujourd'hui, la région a renoué avec la paix. La Drina marque la frontière entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Si les canons se sont tus, la Bosnie reste un des pays où la population est la plus armée. Des quantités d'armes sont restées aux mains des civils. On estime à 400 000 le nombre d'armes illégales dans ce petit pays d'à peine 4 millions d'habitants. Goran est serbe. Il s'est battu contre les musulmans pendant la guerre. À la fin du conflit, même si c'est illégal, il a gardé armes et munitions. C'est quoi? Voilà, ça, c'est le fusil qu'on nous a donné pendant la guerre pour se défendre si on était attaqué par nos ennemis. Ça, ce sont des grenades. Les vertes, on les appelle kashikar. Elles sont très puissantes. Et le fusil, c'est quoi? Un fusil d'assaut type AK-47. T'as 30 balles dans le chargeur. Et pourquoi vous gardez cette arme ici? C'est resté depuis la guerre. Il y a bien eu un programme obligatoire pour restituer nos armes, mais beaucoup de gens, comme nous, ne l'ont pas suivi. Je ne sais pas, on le garde au cas où. On ne sait jamais. Et chez vos voisins, c'est comment? C'est pareil.
la situation est identique. Tout le monde garde des armes depuis la guerre. Peu de gens les ont rendues, beaucoup les ont gardées. Certaines sont cachées sous le lit, d'autres dans l'armoire, au grenier, au sous-sol. On dit même dans le sol. Oui, certains les ont enterrés, mais beaucoup du coup ne les retrouvent plus. Ils ne se souviennent plus où ils ont creusé. Comme Goran, on estime que 20% de la population en Bosnie détient une arme illégalement. Ce sont ces armes qui alimentent les réseaux, car elles se vendent ici à très bas prix. Combien coûte cette Kalachnikov? Celle-là, vous pouvez l'avoir pour 400 €. Si je veux celle-là, vous seriez prêt à me la vendre? Oui. Vous pouvez avoir celle-là pour 400 €. Elle a déjà servi, il n'y a pas de problème. T'es prêt? Ça, c'était coup par coup, maintenant en rafale. Ici, c'est pas mal. Quand je tire, tu cours et tu te caches ici. J'enlève la sécurité. Vite, faut partir maintenant. Je tremble là. À cause de tous les villageois. Les voisins vont avoir peur. C'est sûr, ils vont donner l'alerte. Allez, allez, montez dans la voiture. Faut qu'on parte. Allez, allez, allez. Goran n'est pas un trafiquant. Nous voulons désormais rencontrer ceux qui vivent de cette activité illégale, ceux qui alimentent le trafic vers l'Europe de l'Ouest et la France. Un de nos intermédiaires contactés au cours de notre enquête vient de nous appeler. Il nous a donné rendez-vous à quelques kilomètres de là, à Sarajevo, la capitale bosniaque. Notre intermédiaire souhaite garder l'anonymat. Nous l'appellerons Miloš. Depuis quelques jours, il travaille à gagner la confiance de trafiquants locaux. Nous ne sommes pas clients. Ils nous ont demandé de l'argent pour nous rencontrer. Nous n'allons pas voir les armes dans leur vrai lieu de stockage. Ils les ont déplacées pour des raisons évidentes de sécurité. Là où nous allons, c'est le lieu de chargement, car elles vont être emmenées ensuite vers l'étranger. La Bosnie est un paradis pour tous les trafiquants d'armes. Parce que des années après la guerre, le pays a des stocks incroyablement conséquents d'armes. C'est comme un marché à ciel ouvert, et tout le monde ici fait son business. Peu importe maintenant la nationalité. Ceux qui se faisaient la guerre avant travaillent aujourd'hui la main dans la main pour l'argent. Ok, on devrait s'arrêter là. Arrête de filmer. Arrête. Nous ne sommes pas autorisés à filmer le lieu de rendez-vous. Nous pénétrons dans une maison abandonnée. Deux trafiquants bosniaques nous attendent. Dragan, assis à gauche, a purgé 7 ans de prison en Allemagne. Il fait ici le signe de ralliement des milices serbes de Bosnie. Sur la table, un échantillon de leur arsenal. Des grenades, des kalachnikovs, des centaines de balles et même un lance-roquettes. Les armes sont en état de fonctionner. Avec ce lance-roquettes, vous pouvez attaquer n'importe quel char, n'importe quelle voiture blindée ou fourgon blindé. Et d'où viennent ces armes? Elles viennent d'ici, des stocks de République serbe de Bosnie. Et où vont-elles être acheminées? En Allemagne, en France et en Belgique. Principalement pour des braquages, pour ce genre de choses. Qui sont vos acheteurs? C'est clair que c'est pas des médecins.
Des criminels, quoi. Et vous avez des clients français? Oui, beaucoup de Français viennent de Paris. Et combien ça coûte pour acheter une arme ici, en Bosnie? 400 € la calèche. Avec 2 chargeurs. Et 100 balles. Et combien pour le lance-roquette? 500 €. Mais vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois. 500 €. Et combien les grenades? 50 €. Mais si vous voulez 100 pièces, on vous les fait à 20 € chacune. Des tarifs discount quand on achète en grande quantité. Mais quand nous les questionnons sur leur organisation, les 2 hommes deviennent méfiants et évasifs. Quel est le chemin pour aller en Europe de l'Ouest? Ça, c'est notre affaire. Regarde là, elle veut connaître tous nos petits secrets. Il y a 2 chemins, à travers le Monténégro et l'Albanie pour le sud de la France, à travers la Croatie et la Slovénie pour le nord. Et comment vous les transportez? Je peux pas vous dire, c'est notre business. Dans les bus, les voitures, les camions. Surtout les camions. Des camions qui vont vers l'Europe. Mais comment vous passez les frontières? On a des cachettes spéciales. Elle demande trop de choses là. Ça ne va pas, non, 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 non. On va arrêter de filmer là. C'est pas bon là. Non, non. On arrête. L'entretien prend fin brutalement. Les trafiquants affirment faire passer des armes en France. Mais ils refusent de nous révéler leur technique. Nous décidons donc d'acheter une Kalachnikov et de prendre le risque de la ramener. Avant de conclure, nous demandons à la tester. Dragan, le trafiquant au passé criminel en Allemagne, accepte de nous conduire sur les hauteurs de Sarajevo. Sur le trajet, la confiance s'installe. Il nous fait part de l'évolution du marché noir des armes dans la région. Ces 2-3 dernières années, les armes se sont raréfiées. C'est plus comme il y a 5 ou 6 ans. L'Europe a mis beaucoup de pression sur la police en Bosnie pour récupérer des armes. Du coup, maintenant c'est très cher. Il y a 5 ans, une Kalachnikov comme celle-là coûtait 50 €. Et maintenant c'est 400. L'année prochaine, ça sera peut-être 500 €. Juste pour une Kalachnikov. Cette Kalachnikov est exactement identique à celle qu'on retrouve en France aux mains des criminels. À combien vous pouvez tirer avec une arme pareille? 2 kilomètres. 2000 meters? Yes. Pour l'achat, le trafiquant nous donne rendez-vous 2 jours plus tard dans notre hôtel. Il nous a fixé un montant, 500 € pour la Kalachnikov. Et une condition, il refuse que la transaction soit filmée. Pour vente d'armes, il risque 2 à 10 ans de prison. Nous filmons en caméra cachée. 15 minutes d'attente. Puis Dragan apparaît dans le hall. Allez, on y va. Nous le suivons sur le parking. Un peu fébrile, il vérifie à plusieurs reprises que nous ne sommes pas surveillés. Attends un petit peu là. Ouais, ok, c'est bon, on fait ça ici. Dans ce sac de sport, la Kalachnikov et 2 chargeurs. Le trafiquant s'emploie alors à cacher l'arme sous la banquette. Comme ça là. T'es sûr? Ok.
Comme ça? Ouais. C'est pas mal, là, ouais. Si tu as un sac, tu le poses comme ça, sur la banquette. Tu penses que c'est bien comme ça? Ils vont pas ouvrir? Qui? À la frontière. À la frontière? Non, je ne crois pas. Viens, on va se boire un café. Je vais te montrer la route, ok? C'est bon comme ça, tu seras tranquille. Dans 99% des cas, tu n'auras pas de problème. Ok, mais les gens qui font le transport, ils prennent un risque énorme, non? Oui, mais ils font ça pour l'argent. Les gars qui transportent les armes, ils prennent jusqu'à 500 € par pièce. Si tu as 20 pièces, ça te fait carrément 10 000 €. Tu gagnes ça juste pour le transport. On se gare ici, on est en sécurité. Reste à comprendre comment s'effectue le transport, quelles routes sont empruntées et surtout, comment les armes peuvent passer les frontières. Tu veux aller où? De Sarajevo à Paris. Ça fait 2000 km. Tu passes par Zagreb, Ljubljana, Vienne. Donc je traverse la Croatie, alors c'est ça? Oui. Tu vas à Salzbourg, puis Munich. Mais il n'y a pas de contrôle en Allemagne? Non, c'est bon, t'inquiète pas. Je te gare et Strasbourg ensuite. T'as quelle voiture? Yougoslave. Ah, c'est pas bon ça, c'est pas sûr. Si tu ne veux prendre aucun risque, alors tu dois prendre le bus. Le bus? Ouais. Ils contrôlent pas les bus? Non. Tu achètes un gros sac, tu le mets dans la soute. On fait comme ça, nous, quand on passe une arme. Si tu prends le bus, dans 99,9% des cas, tu n'as pas de problème. Au dire de Dragan, les armes de guerre entreraient sans contrôle ou presque dans l'Union européenne, simplement dans les soutes à bagages des bus. De retour à l'hôtel, nous cachons donc la Kalachnikov dans le double fond de notre sac. Auparavant, nous avons pris le soin de neutraliser l'arme. Nous y ajoutons les 2 chargeurs mais sans les munitions. Dans quelques jours, nous entamerons un long trajet en bus vers la France et Paris. D'après la police et les trafiquants, les armes arrivent en France par 2 canaux d'approvisionnement distincts. Le premier depuis la Bosnie par la route via la Croatie, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne puis la France. Un trajet généralement effectué en camion ou en bus. Le second passe par le Monténégro puis l'Albanie. De là, en bateau ou en ferry, les armes arrivent en Italie puis en France. Cette route est aussi celle utilisée traditionnellement par la mafia albanaise pour l'héroïne et les clandestins. Sur la mer Adriatique, le plus grand port d'Albanie, Durrës, un endroit stratégique pour tous les trafics. À 200 km à peine des côtes italiennes, une porte ouverte sur l'Europe de l'Ouest. En témoignent ces Zodiacs qui servent au transport illégal de marchandises. Ces bateaux ont été récemment saisis par les équipes de Gezim Mipaj, lieutenant de police. Les trafiquants utilisent des moteurs puissants pour traverser très vite la mer Adriatique. Vous voyez leurs moteurs? Ils sont très rapides. En moyenne, rapide comment? En moyenne, 40 à 50 km/h. Ça, c'est typiquement des bateaux trafiquants. Pour lutter contre le trafic, le gouvernement albanais a voté l'interdiction pour tout citoyen de posséder un bateau privé. Les côtes albanaises s'étendent sur plus de 400 km, un littoral difficile à surveiller, mais la police réussit quelques belles saisies. En témoigne le lieu où sont stockées les armes confisquées aux trafiquants. L'endroit est tenu secret, un hangar en périphérie de Tirana, nom de code, appartement 101.
Un arsenal que la police nationale nous autorise exceptionnellement à filmer. Ça, c'est une prise importante. Nous avons saisi ces armes de calibre 7,65 il y a quelques mois. Elles arrivaient de Yougoslavie. C'était un trafic qui transitait par l'Albanie. Et bien sûr, ces armes étaient destinées à l'Europe de l'Ouest. Combien ça coûte une arme comme ça sur le marché noir? Une centaine de dollars, pas plus. Oui, 100 $. Le 7,65 est facilement dissimulable. En Italie, la mafia l'affectionne pour les assassinats. En France, c'est l'arme la plus fréquemment saisie dans les affaires criminelles. Et ici, il y en a des centaines dans chaque armoire. Les policiers saisissent parfois des armes dignes des meilleurs James Bond. Ça, c'est un pistolet stylo. Ça a une forme de stylo, mais c'est une arme. Tu mets la balle là. Tu visses. Tu t'approches du mec, boum, tu tires. T'es sûr de tuer. Mais le plus gros du trésor de guerre est ailleurs. Stocké dans l'entrepôt, des milliers d'armes. En majorité des fusils d'assaut, type Kalachnikov. Ce sont des fusils automatiques de fabrication russe et chinoise. Elles ont toutes été volées en 1997. 1997. L'Albanie traverse sa plus grave crise. Le peuple se soulève contre ses leaders politiques qui ont conduit le pays à sa ruine. Les représentants de l'État en premier lieu, la police et l'armée deviennent les cibles de la colère populaire. La révolte devient révolution. Le peuple pille les casernes et les postes de police. Des quantités impressionnantes d'armes de guerre sont volées. Au total, 2 millions de Kalachnikov disparaissent. Combien aujourd'hui sont-elles encore en circulation ? Il n'y a pas de chiffre officiel, mais on parle de 600 000 armes toujours dans la nature. De retour en Bosnie à Sarajevo, nous allons tenter de faire passer en France la Kalash que nous avons achetée aux trafiquants. Pour cela, nous allons utiliser le même moyen de transport qu'eux, le bus. À la gare routière, équipés d'une petite caméra, nous nous faisons passer pour un couple de touristes français. Alors, c'est la première fois que tu prends le bus? Oui. Le chauffeur vérifie notre billet. Puis il place notre sac en soute, sans aucun contrôle, au milieu des autres. Début d'un long voyage qui peut nous coûter plusieurs années de prison si la police découvre notre arme. Nous avons 1800 km à parcourir, 5 pays à traverser, 5 frontières et 2 douanes à passer. Impossible de savoir à l'avance s'il y aura des contrôles sur la route. Dans le bus, nous sommes les seuls Français. Après 6 heures de trajet, la première frontière. C'est le premier passage entre Bosnie et Croatie. On quitte la Bosnie pour entrer en Croatie. Première frontière. Première frontière. Ils vont nous demander nos papiers. Un agent des douanes effectue une vérification de nos papiers. Nous craignons une fouille des bagages, mais à notre surprise, aucune inspection de la soute n'est effectuée. Le car redémarre. Notre Kalachnikov est passé sans encombre en Croatie. Reste l'entrée plus délicate dans l'Union européenne. Elle se fera par la porte slovène. On est sur la route de Zagreb en Croatie. Il nous reste quelques kilomètres et après 10 petits kilomètres, frontière slovène. Et une fois qu'on est en Slovénie, on est en
on est bien. La frontière slovène, ultime obstacle dans l'espace Schengen. Derrière, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Ici, les contrôles sont censés être plus drastiques. Une passagère va nous faire peur. L'année dernière, la police tous les sacs, les voyages, les mangeaient tout. Tu sais, ils sont arrivés à 3. 3 derniers. Ils ont vérifié chaque sac. Chaque sac, tu ouvres, ils regardent. En bas, là, dans la soute aussi? Bah oui, tous les sacs. Tu ouvres, tu dis ça, c'est moi. Et lui, il regarde. Ouais, enfin, c'est arrivé une fois. Hein. Une fois, oui. Cette voyageuse fait le même trajet depuis 25 ans. Messieurs, dames, veuillez sortir pour le contrôle des passeports. Cette fois-ci, nous devons descendre du bus. Ici, on lutte avant tout contre l'immigration clandestine vers l'Union européenne. Quand notre tour arrive, nos passeports français ne semblent pas éveiller la curiosité des douaniers. Rien ne nous est demandé. La soute à bagages, elle, n'a pas été inspectée. Ensuite, pendant 12 heures, sans jamais rencontrer de douane volante, nous traversons la Slovénie, l'Autriche, puis l'Allemagne. Le même parcours que Dragan, le trafiquant bosniaque, nous avait indiqué. Au petit jour, nous arrivons en France, puis à Paris. Les trafiquants bosniaques avaient raison. Il est possible de faire rentrer illégalement en France des armes de guerre. Bien sûr, nous avons remis la Kalachnikov à la police. Toute cette histoire, nous l'avions filmée en 2011. Depuis, combien de camions, voitures ou bus chargés d'armes ont effectué ce même chemin? Revendus sous le manteau, ces Kalachnikovs se retrouvent parfois entre les mains de braqueurs, de terroristes, de gamins sans repère capables de commettre l'irréparable. Comme à Istres, le 25 avril 2013, où un jeune homme de 19 ans armé d'une calache tomba dans la folie meurtrière. Ce jour-là, depuis son jardin, Colette voit arriver un jeune déterminé, l'arme à la main. Il tire à bout portant sur un automobiliste. Voilà, la voiture était exactement là, à cet endroit. Hein? Le gars arrivé de là, tranquille. Il ouvre la porte, facile. Voilà, il se met là, il ouvre la porte, tac. Il met un pied comme ça, et avec sa calache, tranquillement, allez, il tire. Comme ça, tu vois, exactement. Pierre Tanneux, 61 ans, s'effondre au volant de sa voiture. Il était père et grand-père. Tu peux pas penser que ça peut arriver dans une ville comme ici. C'est une ville, mais c'est plutôt un petit village. Tout le monde se connaît, il n'y a jamais eu de problème. Là, c'était pas un film. Hein. Ouais. Le type, il était bien mort. Hein. Ouais. À cet instant, Colette ne sait pas encore que l'adolescent aurait fait 2 autres victimes. Serge Sorgian, 45 ans. Patrice Martinez, 35 ans. Le jour des funérailles, les habitants d'Istres s'unissent dans un même silence. Et tous se posent la même question. Comment ce fusil d'assaut Kalachnikov calibre 7,62 est-il arrivé entre les mains de cet enfant du pays? Carl Rose, 19 ans. Que lui est-il passé par la tête?
Karl Rose est né au sein d'une famille modeste. Son père est gardien d'immeuble. Sa mère, Marie-Claude, est sans emploi. Le petit garçon grandit entre un papa et une maman qui se déchirent. L'année de ses 14 ans, le couple divorce. Karl part vivre avec son père. Il trouve sa mère trop sévère. C'est à cette époque qu'il semble basculer dans l'isolement et se réfugie dans les jeux vidéo. Ses copains d'enfance, Alex et Kevin, se souviennent de Karl comme d'un garçon effacé. Karl, il payait pas de mine, hein. C'était un gars discret, tout seul, habillé survêt, basket, sans plus quoi. Je veux dire, il parlait à personne, il regardait personne. Karl, il travaillait pas, il avait pas d'école, hein, il faisait plus rien. C'est une accumulation aussi. Il y a la passion des jeux vidéo, il y a la passion des armes. Tu lui as peut-être déclenché quelque chose à un moment. Très jeune, Karl est fasciné par les armes. Une passion qui lui vient de sa mère, issue d'une famille de militaires. Marie-Claude avait passé une licence de tir. Elle possédait plusieurs armes à feu. J'en avais moi-même quand j'étais jeune. C'est-à-dire, vous avez toujours eu des armes Ben bien sûr, moi j'ai toujours eu des balles, des armes, ça... J'ai jamais été une personne dangereuse pour ça. À 16 ans, Karl est arrêté en possession d'un pistolet à grenaille comme celui-ci. Pour cadrer cette passion des armes, à 18 ans, sa mère l'inscrit dans le stand de tir où elle s'entraîne. Quand je l'ai inscrit au tir, je préférais le responsabiliser. Je préférais que mon fils soit sous la coupe des gens professionnels. Mais Karl ne s'y plaît pas. Selon les responsables du club, le jeune homme ne vient tirer que 3 fois en un an. La même année, en 2013, il est arrêté une nouvelle fois avec une arme. Mais cette fois-ci, c'est plus grave. Il s'agit d'une carabine 22 au rifle, comme celle-ci. Karl écope de 4 mois de prison ferme pour détention illégale d'armes à feu. Mais sa peine est commuée en contrôle judiciaire. 2 fois par mois, il doit pointer au commissariat. Cette mesure n'empêchera pas Karl d'acheter une Kalachnikov. Nous sommes 1 an avant la tuerie. Le 6 mai 2014. Istres retient son souffle. Ce matin-là, le juge a organisé une reconstitution. Les pièces à conviction sont disposées une à une sur les lieux du drame. Une nouvelle fois, Colette va tout raconter aux enquêteurs, mais cette fois-ci avec une pointe d'angoisse. Elle sera face à Karl Rose. J'ai même pas faim, alors je ne sais même pas si je vais le prendre le petit déjeuner. Ah bon? Ah, ça me dit rien, franchement. Ça te coupe l'appétit, toutes ces histoires-là. J'ai même laissé brûler le pain, que ça m'arrive jamais, moi. On se souvient de tout de même, hein. Je me le revois là, hein, complètement. Hein. Et je l'ai bien regardé parce que je me suis dit, si on me demande de servir de témoin, il faut que je puisse le reconnaître, ce gars. Et je le regardais. J'aurais pas dû. Pourquoi vous dites ça? Ah, parce que ça te marque. Vous voyez là, je le vois là. Je le vois très bien là. La reconstitution se passe derrière ces bâches. Karl Rose apparaît, la calache à la main. Pendant de longues minutes, les magistrats observent Karl manipuler l'arme, charger, braquer, tirer. Les policiers et Karl Rose refont le trajet de ce 25 avril 2013, minute par minute. Selon les enquêteurs, voilà ce qu'il se serait passé. À l'époque,
Le jeune homme habite de l'autre côté de ce bois. Il le traverse et en sort à cet endroit, l'arme à la main. Il est un peu plus de 14 heures quand il surprend ses 2 premières victimes qui discutent tranquillement devant leur boîte aux lettres. Quelques minutes plus tard, il arrête une voiture en face de chez Colette et abat froidement le conducteur. Carl Rose recharge, prêt à continuer la tuerie. Mais son arme s'enraye. Il marche une centaine de mètres, jette sa calache dans les fourrés et s'assoit sur ce banc, face à l'étang. À cet instant, un gendarme arrive. Il lui demande de fuir. Un tireur fou vient de faire un massacre. Calmement, Carl Rose lui répond « Le tireur, c'est moi. » Comment le jeune homme de 19 ans a-t-il pu se procurer cette Kalachnikov ? En fait, il existe des adresses accessibles à tous. Comme dans cette boutique de l'Est de la France. Derrière cette vitrine se cache le plus gros revendeur d'armes de collection de l'Hexagone. PM israélien Uzi, PM Steyer ici, autrichien, très moderne. Ensuite on a les armes polonaises, qui ont un look assez sympa. Ça c'est le fameux Scorpion, donc ça c'est ce qui se fait de plus petit, de plus compact. C'est vraiment un truc de défense à courte portée. L'arme de Carl Rose, c'était une Kalachnikov, comme celle-ci. Le maniement est très simple, n'importe qui peut la manier, la nettoyer, il n'y a pas besoin de connaître, d'être armurier vraiment pour l'entretenir. Hein. C'était ça la base de Kalachnikov, c'était rendre accessible à toute population une arme efficace. Si toutes ces armes sont en rayon, en vente libre comme n'importe quel produit, ce n'est pas par hasard. Toutes sont neutralisées, elles ne peuvent plus tirer de balles. Qui vous les achète, ces armes? Quel est l'intérêt d'acheter ça? On a en grande majorité d'anciens militaires qui n'ont pas eu le droit d'emmener un souvenir du terrain de conflit qu'ils l'ont vu. On a ensuite des fous de cinéma. On a des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, qui aimeraient bien voir la différence entre une vraie et ce qu'on fait en virtuel. Vous leur vendez, ces jeunes-là? S'il est majeur, il n'y a pas de raison qu'on ne lui vende pas d'armes neutralisées. Mais ces armes sont-elles réellement devenues inoffensives? Pas si sûr. Selon la police, la Kalachnikov de Carl Rose était justement à la base une arme neutralisée, achetée sur Internet. Notre vendeur d'armes, lui, ne croit pas une seule seconde qu'un gamin de 19 ans ait pu remettre seul cette arme en état de fonctionner. Très honnêtement, pour Istres, j'aimerais bien voir la machine, l'avoir dans les mains et discuter juste 5 minutes avec le... Pourquoi vous dites ça? Avec le gamin pour voir comment il a fait pour remettre ça en état, quoi. Il a utilisé ce modèle d'arme-là, qu'on trouve un peu plus facilement que les autres et pour pas cher. Ça vient de Roumanie, ça coûte 200 € à peine. Mais ça ne change rien à la complexité de la remettre en état de tir. C'est pas parce qu'elle n'est pas chère qu'on la remet facilement en état. Il y a des données techniques qu'on ne peut pas inventer, il faut les avoir apprises. C'est au 10e de millimètre que ça se passe. Ouais. Un peu plus, là, ça ne se ferme plus. Un peu trop, la cartouche vous pète à la tronche. Impossible et très dangereux selon cet armurier. Pourtant, nous allons tenter de redonner vie à une Kalachnikov neutralisée. Sur Internet, des sites spécialisés en proposent régulièrement. Pour en acheter une, aucune pièce d'identité n'est demandée, une carte de crédit suffit. Nous la recevrons dans 48 heures. Prochaine étape, la remettre en état de tirer. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. En France, tout le monde a le droit d'acheter une arme à condition de respecter certaines règles. Notre pays compte entre 600 et 800 armuriers. Ils sont les seuls habilités à vendre des armes. Elles sont réparties en 4 catégories. Catégorie A, les armes de guerre. Elles sont réservées aux militaires et aux forces de l'ordre. Catégorie B, les armes de poing. Seuls les tireurs sportifs munis d'une licence ont le droit de les acheter.
Catégorie C, les armes de chasse, elles, sont accessibles aux tireurs sportifs et aux chasseurs qui ont passé leur permis. Catégorie D, les armes dites de collection, celles-ci sont en vente libre. En clair, il est impossible en France d'acheter une arme sans montrer patte blanche. Les armuriers sont là pour y veiller. Mais respectent-ils tous la loi ? Nous en avons testé un dans le sud de la France, en caméra cachée. Notre prétexte ? Nous cherchons une arme pour nous défendre en cas d'agression. Bonjour. Bonjour. Je cherche un truc pour me défendre un peu. Vous avez la matraque ? Je sais pas. Bah après, c'est les bombes Blackline, hein. Ouais. Tout, hein. C'est tout. Bah oui, hein. Ouais, je sais pas. Vous avez le droit à rien sur vous. Les seules petites bombes qui sont autorisées à avoir sur soi, elles sont pas efficaces. Donc vous ne pouvez pas les acheter. Ouais. Après, vous avez le droit à rien du tout. Un représentant d'une marque de fusil de chasse est présent dans la boutique. L'homme intervient. S'ensuit alors une conversation surréaliste. Si je veux acheter des trucs... Ah bah, faut prendre une licence de Baltrap. Il faut s'inscrire, c'est compliqué quoi. C'est pas plus simple, hein. C'est pareil qu'une licence de tennis ou de foot. D'accord. Vous avez un club de Baltrap, ils vous vendent une licence de d'activité. Et vous avez une licence, vous pouvez acheter un fusil avec une grande sans problème. Là, ça coûte 535 €. Vous faites couper les canons à 50 en taille, pour pas bien. Ça vous fait une arme de défense. Un conseil qui peut nous coûter 5 ans de prison. La loi est stricte et interdit les fusils raccourcis, car ils sont dissimulables et donc propices au braquage. Le conseil est aberrant. Pour moi, la meilleure arme de défense dans une maison, même chez un particulier et tout, qui est un peu à la campagne ou un peu isolé, ça reste un bon fusil de chasse avec un canon coupé un peu plus court. Qui c'est qui le coupe? C'est moi qui le coupe? Oui, vous pouvez le faire vous-même. Mais ça peut faire des dégâts une arme comme ça? Ah bah oui, oui, je suis d'accord avec vous. Je peux tuer quelqu'un? Ah bah complètement. D'accord. Bon. J'ai plein de renseignements. Merci beaucoup, messieurs. En sortant de la boutique, nous avons du mal à y croire. Nous décidons de tenter le coup, de prendre une licence de Baltrap. Un club au hasard, en région parisienne. Le Baltrap, c'est un peu comme de la chasse. À un détail près, ici on ne tire pas sur du perdreau, mais sur des plateaux en argile. Pour obtenir sa licence, il suffit juste de remplir un formulaire. Alors on y va, donc mon nom, vous voulez mon prénom? Le nom et le prénom. Alors Barthélemy, B-A-R. Alors l'adresse. Alors 183 rue. Personne ne nous demande notre carte d'identité. En Fédération française de Baltrap et de tir à balles. Si je veux acheter un fusil, moi, de Baltrap, avec ça, je peux? D'accord, ok. Hein? Donc la licence, c'est 50 €. Avec 50 € et sans aucun papier d'identité, nous venons d'obtenir le droit d'acheter un fusil en toute légalité. Une faille inacceptable pour Marcel, le président du club. Le problème, c'est de délivrer des licences à n'importe qui. Oui, c'est ça. Un individu quelconque se présentant, se présente ici. Oui. Vous pouvez demander sa carte d'identité. Oui. Il va me demander une licence. Oui. Tu la donnes? Ah, vous lui donnez? Bah, qui c'est qui va pas lui donner? Bah, personne. C'est trop facile. C'est trop facile. D'avoir une arme. Oui, c'est trop facile. Conclusion. Oui, c'est ça. Terminé. Comment est-il possible qu'une telle faille se soit glissée dans la loi? Cette question, nous l'avons posée à deux farouches défenseurs des armes. À gauche, le député Philippe Plisson. L'homme n'est pas n'importe qui à l'Assemblée nationale. Il préside un groupe qui réunit des députés chasseurs. Bonjour, merci. Allez-y, prenez place. Mettez-vous là-bas si vous voulez. Bonjour. 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 Il est accompagné de Thierry Coste, très influent lobbyiste, payé par la puissante Fédération nationale des chasseurs, pour conseiller les députés sur la question des armes.
J'ai pris ma licence, ça m'a coûté 50 € en espèces. Je suis reparti avec un document avec lequel j'ai le droit d'acheter une arme à feu. Est-ce que ça, c'est normal? Non, mais je vais vous dire, c'est pas normal et ça va bientôt ne plus le devenir du tout. Un décret est en préparation, justement, pour ne plus permettre ceci, parce que effectivement, la faille du système, entre guillemets, nous l'avons identifiée. Enfin là, alors vous dites ça va être traité, ça va être fait, moi je veux bien vous croire. Hein. Mais le truc c'est que, alors moi j'ai acheté, excusez-moi, jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire jusqu'en 2014, on a pu acheter des armes de cette façon-là et aussi facilement. Il faut que le décret tombe pour que ces problèmes-là soient réglés. Ça va prendre combien de temps, ça, monsieur le député? Écoute, ça peut être demain matin, mais moi, je vous dis qu'aujourd'hui, l'administration a du mal à suivre. C'est comme ça. Ça veut dire quoi, du mal à suivre? Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de personnel par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Donc peut-être que votre émission va faire hâter les choses. À ce jour, le fameux décret n'a toujours pas été signé. Pourtant, il permettrait d'éviter ce que nous allons faire. Notre licence de balle trappe en poche, nous retournons voir l'armurier pour lui acheter un fusil de chasse. Nous allons lui demander de le transformer en arme de défense comme il nous l'avait proposé. L'opération est punie de 5 ans de prison, mais l'homme va aller encore plus loin dans l'illégalité. Moi maintenant, attention, parce que si vous faites arrêter, vous avez ça, même si vous avez votre licence de balle trappe, vous êtes mal. Si cette arme-là, je la garde pour chez moi... Théoriquement, chez vous, vous n'avez même pas le droit de modifier un fusil. D'accord. Hein, même pour chez vous. Hein. D'accord. Hein. Ça marche. Mais, attention, quoi. Attention. Vous le voulez où? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qui est le mieux, à votre avis? Je peux vous le couper là, et puis c'est tout. Hein. D'accord. Bah, hein. super. De toute façon, vous avez votre licence. Ouais. Bah oui, j'ai fait Je vais vous marquer sur le registre quand même. Ouais. Par contre, si je marque sur le registre, je suis obligé d'envoyer en préfecture. Ah. Bah, moi, je fais ce que vous voulez. Hein. Ouais, si bon, c'est une arme qui va rester chez moi. Hein. Vous êtes sûr? Ah ouais. Si c'est une arme qui reste chez vous, je le déclare pas. D'accord. Okay. En d'autres termes, ce fusil n'apparaîtra jamais sur les registres de la police. Il devient invisible aux yeux des forces de l'ordre, intraçable. Cet armurier est complètement inconscient, et il le sait. Après, je fais ce que je veux. C'est pas mon problème. Hein. Ok, d'accord. Si vous faites un tour en cabane, c'est pas... D'accord. Moi, c'est pas ma responsabilité. Ok. Moi, je vous fais pas de facture, je vous fais rien. D'accord. Ça reste chez moi. Là, il rigole plus avec ça. Hein. Putain... Non, c'est un truc qui va rester chez moi, ça. Ok. Une demi-heure? Une demi-heure. Ça roule? Super. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, tac. Sans demander de carte d'identité, l'armurier a transformé le fusil de chasse en une arme de défense interdite et non déclarée. Alors, balle, routine. Parfait. Bon, alors du coup, le total, c'est quoi? On l'avait fait le total. C'était 250 le fusil. Ouais. Il y avait 50 de canon. Ils ont pris plus la housse. 363. 363. 6. La transaction se fait en liquide, comme nous l'a demandé l'armurier. Donc là, il n'y a pas de fusil. Sur la facture? Non. Ouais. Il n'y a pas de canon. Il y a juste les balles. Hein, et la housse. D'accord. Hein, je ne marque rien, comme ça, il n'y a pas de trace. En gros, vous n'avez jamais vu, quoi. Vous l'avez acheté en brocante, hein. Et puis, si c'est coupé... Ah non, bah ça, coupé, ça, c'est vous qui l'avez fait, hein. Ouais. Bah oui. Bon, bah très bien. Allez. Combien d'armes sont-elles vendues en France de cette façon? Impossible de le savoir. Ce que l'on sait en revanche, c'est que près de 5000 attaques à main armée ont eu lieu dans notre pays. En 2013. Grande surface, station-service, pharmacie, bijouterie, petit commerce, personne n'est épargné. Des commerçants ont décidé de réagir.
Celui-ci les met en fuite au péril de sa vie. D'autres envisagent une solution beaucoup plus radicale. Notre enquête nous mène à Châtenay-Malabry, en région parisienne. Il y a un an, Franck, le patron, et ses 2 employés se sont retrouvés nez à nez avec un fusil à canoncier. C'était un mardi soir, il était 22 h. 4 caméras ont tout filmé. Les 2 employés viennent de vendre un paquet de cigarettes à ce client. Quand 2 hommes font irruption, arme à la main. Alors lui, ça a l'air d'être plutôt un canoncier. On a eu un bon réflexe hein, quand même. Ah ouais. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi vous dites ça, un bon réflexe? Un bon réflexe parce que quand je les ai vus, j'ai pensé direct à ma vie, à ma famille. Les 2 employés se sont réfugiés dans l'arrière-boutique. D'un coup de pied, les braqueurs accèdent aux caisses. C'est à ce moment-là que Franck passe une tête au fond du couloir, là. Là, il lui dit « Vas-y, bouge ». Et là, lui, à ce moment-là, il lui dit « Tire, tire, tire ». L'homme ne tire pas. Franck a le temps d'actionner le rideau de sécurité. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Vous dites quoi en quelques secondes? On isole les lieux, c'est-à-dire on met une barrière physique entre eux et nous. Vous vous dites ça en une seconde? Tout de suite. Ni eux ni moi, à un moment donné, il faut qu'on se retrouve sous la contrainte directe de l'arme à feu. Parce que là, après, on va devoir travailler pour eux. Ça veut dire quoi, ça, travailler pour eux? Remplir les cartons. Ils vont donner le sac, ils vont dire remplir. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que vous avez bien fait de vous barrer. Oui. Parce que là, t'es comme ça. Ouais. Et le gars, il va être là, tu vois. Et tu vas sentir une proximité. Vous allez vous sentir physiquement en danger, tu vois. Tu vois, physiquement. Et tu vas faire ce qu'on te dit. Et ça laisse des sales traces. Voilà. En moins de 2 minutes, les 2 hommes dérobent 1 000 € en liquide et 2 cartouches de cigarettes. Un butin dérisoire. On a l'impression qu'ils savent pas ce qu'ils font. Maintenant, ils ont l'air jeunes aussi. Mais ça les a pas empêchés d'obtenir des armes. Et vous dites quoi alors? Il faut s'armer face à ça? Dans le magasin, je me dis faut surtout pas s'armer parce que le magasin, ça reste un endroit public. Moi, j'ai pas envie de vous savoir avec une arme en bas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que s'ils se la font prendre, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça peut se retourner contre eux très facilement, tout simplement. Voilà. Mais une fois chez lui, le discours de Franck se fait plus radical. Il est persuadé qu'un jour, les braqueurs viendront le chercher à son domicile. Ils sont 3, ils sont 4. Et ça veut rentrer. Ça va rentrer. C'est qu'une question de temps. Ils vont venir me chercher. Donc question, comment puis-je les repousser? La seule réponse que j'ai trouvée, c'est une arme à feu conséquente. Hein, c'est-à-dire quelque chose déjà qui va faire beaucoup de bruit. Quoi comme arme? Moi, je penserais plutôt pour un fusil de chasse. C'est pour impressionner, pour que la peur, à un moment donné, elle change de camp. La peur dont parle Franck a fait basculer dans l'illégalité un autre commerçant. À l'autre bout de la France, chaque fois qu'il part travailler, ce restaurateur n'a pas le même rituel que tout le monde. Nous l'appellerons Marc. Il nous a formellement interdit de filmer sa maison, et encore moins son visage. Ça, c'est un 6,35. Et ça, c'est un 7,65. Il y a des balles, hein, c'est chargé. Ils sont chargés. C'est engagé dans la chambre, prêt à tirer. Ces armes lui ont coûté 220 € pour le 6,35, 350 €
pour le 765. Quand je pars au travail, je prends les armes. Donc, je mets le 765 dans son étui et je le mets à la ceinture, comme ceci, bien caché. Et le 635 dans la poche. Voilà. On ne peut pas le distinguer plus que d'un téléphone, par exemple, qu'on peut avoir dans la poche. On peut se promener en ville avec, tous les jours, le porter le matin, le midi, le soir, et personne ne le voit. Voilà. Là, je suis prêt pour aller travailler. C'est quand même dangereux. Une arme comme ça, effectivement, peut tuer. À bout portant, ou même à 4-5 mètres, je pense qu'elle peut être très dangereuse. Ces armes, vous les avez aujourd'hui sur vous, c'est complètement illégal, on est bien d'accord? Ah, je suis entièrement d'accord. S'il se fait arrêter avec ses armes, Marc risque 10 ans de prison. Il le sait, pourtant cela fait 4 ans que ces 2 pistolets l'accompagnent partout. Depuis cette fameuse nuit qu'il n'est pas prêt d'oublier. Il est 1h du matin. Marc et sa femme viennent de fermer leur commerce. Ils ont plusieurs kilomètres à parcourir pour rentrer chez eux. Un véhicule les double, se met en travers et les oblige à s'arrêter. Donc voilà, ça s'est passé ici. On a été sortis sauvagement du véhicule. Et c'est là où ils ont sorti des matraques. Ils ont commencé à se déchaîner sur nous, en fait. Moi, ils m'ont tapé, ils me tapaient. Et à ma femme, ils ont demandé où c'est qu'était la caisse du restaurant. La seule chose que je me souviens, c'est d'essuyer des coups de matraque qui venaient de côté et de l'autre. Ils étaient 2 sur moi. Et j'ai rien vu de plus, quoi. Pour moi, c'est un trou noir après ce qui s'est passé. Ils m'ont laissé comme un mort sur la route. Il va falloir de longues minutes à Marc et à sa femme pour se relever. De longues semaines pour tenter d'oublier cette terrible agression. C'est un traumatisme énorme, énorme. Parce que si j'avais pas eu cette agression, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas besoin d'essayer de me protéger de cette façon-là, quoi. Et votre femme, elle en pense quoi? Et ma femme n'est pas pour, mais souvent quand on part travailler, c'est la première à me demander à savoir si je l'ai pris. D'après cet homme, de nombreux commerçants de sa ville seraient équipés, comme il le dit. Cette escalade à l'armement risque de faire encore plus de victimes. Ce jour-là, nous avons rendez-vous avec un braqueur. Il est monté à bord de notre voiture avec une arme. Moi, je suis un braqueur à la base. Bon, mon métier, c'est ça. Peu importe ce que j'en souffre ou ce que j'endure ou ce qu'il y a derrière. C'est mon job, voilà. C'est mon job à plein temps. L'interview va se dérouler dans cette usine désaffectée. À une seule condition, qu'il se masque lui-même le visage. Ça va là, elle n'est pas trop mal mise, hein. Avant de démarrer l'interview, il nous révèle que son fusil est un jouet. Ça, c'est une arme factice, mais une bonne arme. Ça pète, ça braque. C'est pas l'arme qui braque, c'est le monsieur. Mais avec. C'est plus impressionnant qu'autre chose. C'est mon taf, de toute façon, il faut que ça impressionne. L'homme me raconte n'être jamais tombé sur un commerçant armé. Mais si ça lui arrive un jour... C'est la merde. Parce que si eux, ils s'arment, nous, on sera plus armés. Et si on est plus armés, ils risquent le plus lourd. Si on a peur d'un bijoutier avant de rentrer pour lui prendre ses bijoux, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper des bijoutiers, pas des bijoux. Et une fois que le bijoutier sera plus apte à, on prend le reste. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, mais je vous assure que c'est réel. En fin de compte, quand vous braquez, vous êtes prêt à tout? On peut dire ça comme ça, ouais. Et concrètement, ça veut dire quoi?
Sans scrupule. Vous avez déjà tué quelqu'un sur un braquage? Non, non. Qu'est-ce qui se passe quand on a une arme dans la main? N'importe qui, même le plus fort du monde, il va se plier. Et là, après on est les maîtres. Cette impression de toute puissance existe des deux côtés. Avec ses deux armes en poche, le restaurateur se sent lui aussi invincible. Vous sentez, vous, tirer sur quelqu'un? Pour une agression, oui. Je pense que j'aurai le courage de le faire. Hein. Mais a-t-il conscience de ce qu'il risque? En 2013, 2 bijoutiers ont abattu leur braqueur. Si la légitime défense n'est pas reconnue, il risque 20 ans de prison. Paris, un samedi matin. Les gens sont loin d'imaginer ce que contient ce sac. Notre wagon est vide. Nous pouvons maintenant vous montrer ce que nous transportons. Nous l'avons reçu par la poste. C'est une Kalachnikov neutralisée commandée sur Internet. Exactement la même arme que Karl Rose, l'auteur présumé de la tuerie d'Istres, aurait remise en état. Après des mois d'hésitation, un ancien armurier que nous appellerons Jean a accepté de nous aider à la remettre en fonction, de manière anonyme. Son grenier ne ressemble pas vraiment au vôtre. Ici, pas de vieilleries qui prennent la poussière, mais des munitions par dizaines. Des posters qui en disent long, et des armes pour tireurs d'élite. Ici, voilà. Bon. Oh, d'accord, apparemment c'est une Roumaine. Elle a dérouillé celle-là. Hein. Pourquoi vous dites ça? Bah, dans l'état où elle est. Mais ça n'empêche pas qu'elle peut repartir. Hein. Quelques secondes seulement et l'expert remarque déjà des manques de neutralisation graves. Ouais. Je lâche, je tire, admettons que je maintiens. Ah, on peut tirer, donc il y a une position, coup par coup, et une position en rafale. Voilà. Et ça fonctionne. Ça, tout fonctionne. Mais ça devrait pas fonctionner normalement. Non. Très étonnant aussi, le chargeur n'est pas modifié et peut encore accueillir ses 30 cartouches. Ouais, il est bon lui. Apparemment, il n'a pas été loin, il n'est pas trafiqué. À peine croyable. Vu de l'extérieur, l'arme semblerait donc capable de tirer. Mais qu'en est-il de ses entrailles? Par contre, c'est ici que ça m'inquiète. La chambre est bouchée. Là, on voit le point de soudure qui a été fait. Avec cette soudure, aucune balle ne peut rentrer dans l'arme. Et concernant le canon, la neutralisation a été très rigoureuse. Quand j'enfonce ma baguette, elle bute. C'est là que le canon est bouché. Mais maintenant, en prenant un barreau brut, si on peut dévisser le canon, je suis convaincu qu'on pourrait la remettre en route. C'est encore un engin qui pourrait faire mal. Pour remettre notre Kalash en état de marche, voilà. Jean a besoin d'un plan. Bon. Il le trouve sur Internet. Surprise, toutes les armes au monde ont leur schéma en libre accès. Comme Karl Rose l'a peut-être refait, Jean peut donc tranquillement regarder à quoi ressemblent les pièces qui lui manquent. Vous pensez que quelqu'un qui a peu de connaissances peut y arriver? Non. Mais bon, quelqu'un qui a de solides connaissances quand même en mécanique peut arriver à le faire. Hein. D'accord. Mais bon, où ça peut devenir dangereux, c'est à partir du moment où on commence à remettre en état pour que ça fonctionne et que ça tire, là, il y a du danger. Le danger est bien réel. Sur ces photos, cette Kalash neutralisée remise en état n'a pas résisté au test de tir. Dès la première balle, une partie de l'arme a explosé. C'est un métier, c'est bon. Si on se trompe,
On peut y laisser éventuellement la vie. Hein. Et au moins cher, les doigts, une main ou estropié pour le restant de ta vie. C'est une arme à feu. Comment Karl Rose aurait-il pu remettre en fonction sa calache neutralisée alors qu'il était loin d'être un professionnel? Les armes n'étaient pas sa seule passion. Le jeune homme de 19 ans était un féru d'informatique. Karl Rose connaissait peut-être le double visage d'Internet. Un monde hors la loi, dont vous êtes loin d'imaginer l'existence. C'est peut-être là qu'il a trouvé une partie de ses pièces de rechange. Pour pénétrer ce monde, cet homme sera notre guide. Eli est informaticien, il nous explique qu'il existe 2 Internets. Celui que vous connaissez tous, et un autre, caché, plus noir, le Darknet. On y trouverait tout ce qui est illégal. Pour s'y rendre, il faut commencer par télécharger un logiciel gratuit. C'est pas quelque chose de caché ou de dissimulé. C'est pour toutes les plateformes, Mac, PC. Et ça vous permet donc de vous connecter au Darknet. Vous le lancez. Et voilà, en quelques secondes, vous êtes prêt à aller sur le Darknet. Et là, nous n'en revenons pas. Nous trouvons tout ce qui est illégal. De l'herbe, du shit, de la coke, des numéros de carte bleue volés et du sexe. Et pour trouver tout ça, il existe un moteur de recherche. Donc là, par exemple, je suis sur... Vous avez vu qu'il détourne les couleurs de Google. Donc par exemple, vous tapez Glock. Et là, le moteur de recherche vous retrouve les sites qui sont sur le Darknet, donc qui sont cachés, et qui vendent ce genre de produits. Toutes ces armes illégales sont en parfait état de fonctionner. Et le plus scandaleux, il est possible de les acheter sans craindre d'être repéré par les informaticiens de la police. Le Darknet permet en fait de garder son anonymat. Chaque ordinateur possède une signature. Lorsque vous faites une recherche sur l'Internet classique, cette signature est communiquée au serveur informatique et donc traçable. Le Darknet, lui, brouille complètement les pistes. Il fournit à votre ordinateur des signatures appartenant à des gens du monde entier. Et elles changent constamment. Quoi que vous achetiez, il est impossible de remonter jusqu'à vous. Sur le Darknet, aucun achat n'est fait en euros. Il faut utiliser une monnaie virtuelle, le Bitcoin. Cette monnaie légale est proposée par des banques spécialisées. Un Bitcoin revient environ à 330 €. Le transfert se fait comme un simple virement bancaire. Nous pouvons maintenant acheter notre Kalachnikov. Quartier d'affaires de la Défense, à Paris. Eli n'est plus avec nous. Ce que nous allons faire est illégal. Avant de nous lancer, nous vérifions si le Darknet nous donne bien la signature de quelqu'un d'autre. Le logiciel fonctionne parfaitement. L'ordinateur nous positionne à Zurich, en Suisse. District 5, dans ce bâtiment où nous n'avons jamais mis les pieds. Pourtant, nous sommes bien à Paris. C'est parfait. Nous pouvons passer à l'étape suivante. Acheter une calache. États-Unis, Allemagne, les vendeurs sont nombreux, mais aujourd'hui, pas de calache. Une arme de poing attire notre attention. Un Walther PPK 765, l'arme de James Bond.
tout un symbole. Nous hésitons encore. Un deuxième essai sur notre position. État de New York, banlieue résidentielle au nord de Buffalo. Nous sommes rassurés. Nous contactons le vendeur allemand par mail. Nous venons d'acheter une arme de façon totalement illégale, pendant que d'autres mangent tranquillement des sandwichs. Maintenant, nous devons patienter. Attendre que notre colis soit livré. 24 jours plus tard, nous recevons un avis de passage. Notre paquet nous attend à un point de livraison. Le dépôt est une boutique pour enfants. Bonjour. Je viens changer un paquet. Oui. Le paquet qui vient d'Allemagne paraît fragile. Il n'est même pas renforcé. Y a-t-il une arme à l'intérieur? Bon, merci beaucoup. Merci, au revoir. Le paquet est lourd. Quelque chose se balade à l'intérieur. Un caillou, un morceau de plomb, une arme. En tout cas, pas question de l'ouvrir n'importe où. Nous nous isolons à la cave. Alors vraiment, c'est emballé du papier toilette. C'est assez incroyable. Et voilà. Voilà un Walther PPK 7,65. Et ce n'est pas un jouet pour enfants. Avec le chargeur. Avec une balle. Voilà la balle. De quoi tester le pistolet immédiatement. Le numéro de série a été minutieusement effacé. Impossible d'identifier l'ancien propriétaire. Cette arme, en fait, ça se trouve, elle a tué quelqu'un. Avec ce pistolet automatique et notre fusil de chasse raccourci, nous possédons maintenant un petit arsenal. Si nous parvenons à remettre en état notre Kalash neutralisé, la panoplie sera complète. Après plusieurs semaines, nous retournons voir où en est la remise en état de notre Kalachnikov. Apparemment, elle a bougé un petit peu. Souvenez-vous, cette arme, nous l'avons achetée sur Internet. C'est une arme de collection neutralisée. Elle ne peut plus tirer de balles. C'est Jean, un armurier à la retraite qui fait le travail pour nous. Mais la vieille Kalash des années 60 lui résiste. Voilà. Une fois que j'aurai sorti ce truc... Mais quelques minutes plus tard, l'ancien armurier déchante. Une pièce majeure lui pose problème. La culasse. C'est elle qui percute la douille et l'éjecte une fois tirée. C'est la pièce principale. Sans ça, on fait rien. Il manque des pièces, les goupilles sont parties. Elle est morte. Là, normalement, elle est complètement droite. Ils l'ont taillée en biais, ce qui fait qu'il n'y a plus rien de fonctionnel dedans. Sur la culasse, 4 petites pièces manquent. Le percuteur, 2 goupilles et l'extracteur. Il faut absolument qu'on trouve ça. Hein. Toutes ces pièces sont introuvables en France. Pas grave selon Jean.
Son carnet d'adresses comporte encore de bons contacts, notamment en Belgique. Un banal entrepôt à la sortie d'un village. Nous nous équipons de caméras cachées. Allez, on est parti. Nos demandes de tournage auprès du magasin sont restées sans suite. Dès l'entrée, nous savons immédiatement que nous sommes au bon endroit. La plupart de ces armes sont neutralisées. Mais en Belgique, selon Jean, toutes les pièces détachées sont en vente libre. Des pièces d'accord, extracteur, percuteur, ressort d'extracteur, les goupilles, culasse mobile. Notre petite liste ne provoque aucune réaction du vendeur. Dans ces casiers multicolores, des pièces d'armes par centaines. Une partie des nôtres se trouve là. Il y a le percuteur, l'extracteur et les 2 goupilles. Mais pas la pièce maîtresse. Une culasse, ça se trouve pas? Pas en vente libre. Canon culasse, c'est pas libre. C'est une surprise pour Jean. Il y a encore un an, la Belgique autorisait la vente de pièces détachées d'armes de guerre. Mais sous la pression européenne, la très permissive Belgique est devenue l'un des pays les plus répressifs en matière d'armes. Ce qui était libre depuis 25 ans maintenant, c'est redevenu... Ah oui. Bon, alors nous voilà avec ça, c'est déjà pas mal. Et... Sauf qu'on n'a pas la culasse, quoi. 92 € en liquide. Et les pièces sont à nous. Bonne fin de journée, messieurs. Au revoir. L'armurier cherchera cette culasse encore plusieurs semaines sans succès. Il n'est donc pas si facile de remettre en état de fonctionner une arme neutralisée. Alors, comment Karl Rose s'y serait-il pris? Le jeune homme donnera peut-être une explication lors de son procès. En attendant, il est toujours présumé innocent. Cette enquête se termine au fond d'un jardin. Ce que nous allons faire doit rester discret. Ces armes, nous les avons acquises pour le bien de notre enquête. Maintenant, il faut les mettre hors d'état de nuire. Selon certains experts, plus de 10 millions d'armes circulent aujourd'hui dans notre pays. Seul un tiers d'entre elles sont officiellement enregistrées. Le reste alimente le marché noir, se cache dans nos maisons, au fond de nos tiroirs. Les armes font des ravages. Suicides, meurtres, accidents. Chaque année, pas moins de 1000 personnes tombent sous les balles. Nos armes, elles, ne feront plus de mal à personne.